Le médecin m'avait déclaré infertile. Mon fiancé m'a jeté sur le champ. Sa mère m'a qualifié de femme inutile. 2 ans plus tard, il m'a invité à son mariage pour m'humilier. Quand je suis entré avec mes triplés, il a failli s'écrouler. Le carton d'invitation est arrivé alors que je préparais 3 biberons, à 2h du matin. Sous l'adresse imprimée, Evan avait écrit « J'espère que tu as enfin appris à te réjouir pour les autres. » Avant même que je puisse finir de lire, l'une de mes filles a recraché du lait tiède sur la manche de mon sweatshirt Ohio State. C'est ainsi qu'a débuté la grande tentative d'Evan pour gâcher ma soirée. Pas avec des larmes, ni en m'effondrant contre le comptoir de la cuisine. Avec du lait qui coulait le long de mon coude, je me tenais là, dans notre petite cuisine de Westerville, en Ohio, vêtue de bas de contention et de chaussons. Tandis que 3 biberons en verre tintaient doucement contre une casserole. Daniel dormait sur le canapé du salon, avec Nora sur la poitrine. June avait fini par arrêter de pleurer. Lucie, celle qui m'avait recraché dessus, fixait le ventilateur de plafond comme s'il l'avait personnellement offensé. J'aurais dû jeter cette invitation. Au lieu de cela, je l'ai lue 3 fois. 2 ans plus tôt, Evan Mercer avait mis fin à nos fiançailles dans le parking souterrain du Riverside Methodist Hospital. J'avais 41 ans, lui 42. Nous étions ensemble depuis près de 4 ans et fiancés depuis 9 mois. Nous avions réservé une salle dans un hôtel de Dublin, versé des acomptes aux photographes et aux traiteurs, et passions nos dimanches à sillonner Powell pour regarder des maisons que nous ne pouvions pas vraiment nous offrir. Evan parlait souvent d'enfants. Il en voulait 2, un garçon si possible, même s'il riait toujours en disant qu'on ne pouvait pas commander des bébés comme un déjeuner. Sa mère, Judith, ne riait pas. Elle parlait de la lignée des Mercer comme si Evan était issu de la royauté européenne, et non d'une famille propriétaire d'une entreprise de mobilier de bureau près de Columbus. Quand mes règles sont devenues irrégulières, j'ai mis cela sur le compte du stress et de l'âge. Je gérais la migration d'un logiciel de pêche et bouquet Fresh Distribution et je ne dormais que 5 heures par nuit. Pourtant, après 6 mois d'essai pour tomber enceinte, j'ai pris rendez-vous dans une clinique de fertilité. La doctoresse était une femme calme, avec des lunettes à monture argentées. Elle parlait lentement, ce que j'appréciais, car Evan avait l'habitude d'interrompre les professionnels dès qu'ils pensaient avoir compris. Elle a expliqué que ma réserve ovarienne était plus faible que prévu et qu'une trompe de Fallope semblait partiellement obstruée. Vos chances de concevoir naturellement sont réduites, a-t-elle dit. Mais, réduite, n'est pas synonyme de 0. Je me souviens très clairement de cette phrase. Evan, lui, n'a retenu qu'un seul mot. Donc, elle est infertile, a-t-il demandé. La doctoresse s'est tournée vers lui. L'infertilité est un diagnostic large. Cela ne signifie pas que la grossesse est impossible. La FIV peut encore être une option. Evan s'est adossé dans son fauteuil. Pas de grand mouvement, peut-être 5 cm. Mais je l'ai ressenti. Nous avions tous deux terminé les examens, bien que tous les résultats n'aient pas encore été analysés. La doctoresse nous a dit que la clinique appellerait après le traitement des derniers prélèvements. Dans l'ascenseur, Evan fixait les numéros des étages. Il ne m'a pas pris la main. Arrivé au parking, il parlait déjà comme si notre vie était devenue un mauvais investissement. J'ai 42 ans, Claire, a-t-il dit. Je ne peux pas passer des années à courir après quelque chose qui pourrait ne jamais arriver. Nous venons d'avoir les premiers résultats. Elle a parlé de FIV. Elle a dit que nous avions des options. Il a ouvert la portière de sa voiture, mais n'est pas monté. Je ne veux pas que tout mon mariage se résume à des visites médicales, des injections et de la déception. Je l'ai dévisagé. Tu as dit que tu voulais une famille avec moi. Je veux une famille. Il y
À des phrases qui mettent une seconde à faire mal parce que votre esprit essaie de vous protéger de leur sens. J'ai demandé, avec moi. Il a regardé le mur de béton au lieu de répondre. Puis, il a retiré la clé de mon appartement de son trousseau et l'a posée dans le porte-gobelet. C'était tout. Pas de longue dispute, pas d'adieu, pas de promesse de se rappeler. Après s'être calmé. Juste une petite clé en laiton posée à côté d'un vieux ticket de parking. Et tes résultats, ai-je demandé. Ils étaient bons. Nous n'avons même pas eu le suivi. Mes chiffres étaient normaux. Il l'a dit. Rapidement. Trop rapidement, même si je ne l'ai pas réalisé à ce moment-là. J'ai repris la route vers mon appartement de Worthington, les deux mains crispées sur le volant. Je ne me souviens ni de la radio ni du trafic. Je me souviens seulement avoir raté ma sortie et réalisé que je roulais vers le sud depuis près de 15 minutes. Judith est arrivée ce soir-là. Elle a apporté 2 sacs de course remplis des vêtements d'Evan, de son chargeur de téléphone, de son kit de rasage. Et du pull gris que je lui avais offert pour Noël. Elle est restée sur le seuil. Je suis désolé que ça finisse ainsi, a-t-elle dit. Son ton suggérait qu'elle était surtout désolée pour le dérangement. La doctoresse n'a jamais dit que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Claire? Evan a toujours voulu une famille. Moi aussi. À son âge, il ne peut pas passer des années à espérer qu'une doctoresse change d'avis. La doctoresse n'a pas changé d'avis. Tu n'étais pas là. Judith m'a gratifié de l'expression patiente qu'elle réservait au serveur qui apportait la vinaigrette du mauvais côté. Tu es une femme charmante, mais le mariage doit offrir à un homme le futur qu'il a planifié. J'ai senti quelque chose se figer en moi. Et si je ne peux pas lui donner cela? Elle a rajusté. Lance d'un sac. Une femme qui ne peut pas lui donner une famille n'a pas grand usage dans son futur. Ensuite, elle m'a demandé de rendre le couteau à gâteau antique que la grand-mère d'Evan nous avait offert pour le mariage. J'ai fermé la porte sans répondre. Je suis restée assise longtemps par terre, à côté de ces sacs. L'appartement était si silencieux. J'entendais l'horloge de la cuisine depuis le couloir. Je me souviens avoir détesté ce bruit. Ma mère est arrivée vers 21h avec son double des clés. Hélène avait 68 ans. Et souffrait déjà de la hanche droite. Elle m'a trouvé assise contre le muret. S'est abaissée prudemment sur une chaise de salle à manger. Je ne peux pas m'asseoir par terre sans appeler les pompiers, a-t-elle dit. Alors, il va falloir que tu te lèves. J'ai failli rire. Au lieu de cela, j'ai pleuré si fort que je ne pouvais plus respirer correctement. Les semaines qui ont suivi furent laides de manière ordinaire. J'ai fait une erreur sur une déduction d'assurance au travail et j'ai dû rester jusqu'à près de 21h pour corriger la paie de 27 employés. J'ai cessé de répondre aux appels de mes amis, car tout le monde voulait des détails que je ne pouvais expliquer sans me sentir humilié. Evan a annulé la salle de mariage avant même de me parler. Judith racontait aux gens que j'avais caché mes problèmes de fertilité jusqu'après sa demande. Puis, Evan a dit que les acomptes ne valaient pas la peine de se battre. Cette phrase m'a enfin mise en colère. J'ai récupéré mes relevés bancaires, mes contrats et mes confirmations par email. J'ai prouvé exactement ce que j'avais payé et j'ai exigé ma part. Cela a pris 3 semaines et une lettre d'avocat, mais j'ai récupéré chaque dollar. Ce n'était pas de la vengeance. C'était simplement la première fois que je refusais de laisser Evan décider de ce que je méritais. 6 semaines après la rupture, la clinique de fertilité a appelé alors que je déjeunais à mon bureau. L'infirmière a dit qu'ils essayaient de contacter Evan pour une consultation de suivi. En raison des règles de confidentialité, elle ne pouvait pas discuter de ses résultats avec moi. Puis elle a demandé, « Monsieur Mercé vous a-t-il dit que ses examens étaient terminés ?» Il a dit que tout était normal.
Il y a eu une pause, pas dramatique. Juste assez longue pour que j'arrête de mâcher. Vous devriez demander une copie complète de votre propre dossier, a-t-elle dit. Après avoir raccroché, j'ai fixé mon écran d'ordinateur en repensant à la façon dont Evan avait répondu dans le parking. Trop vite. Pour la première fois, je me suis demandé si j'étais la seule personne dans ce cabinet médical à porter des nouvelles difficiles. J'ai demandé mes dossiers le lendemain matin. La clinique les a envoyés via un portail sécurisé, 73 pages de valeur de laboratoire, de formulaires de consentement, de codes d'assurance et de phrases qui semblaient beaucoup plus froides sur papier que dans le cabinet. J'ai tout lu 2 fois. Nulle part il n'était écrit que j'étais stérile. Il était écrit que ma réserve ovarienne était diminuée. Il était écrit que la conception naturelle serait difficile. Il était écrit que la FIV devait être discutée en raison de mon âge et de l'obstruction partielle de ma trompe gauche. Difficile. Réduite. Pas impossible. Les résultats d'Evan n'étaient pas inclus. Bien sûr, ils lui appartenaient. Mais une phrase dans la note du médecin m'est restée en tête, facteur masculin, résultat en attente d'une consultation séparée. J'ai fermé mon ordinateur portable et je suis resté très immobile. Pendant 6 semaines, j'avais vécu en croyant que mon corps avait mis fin à nos fiançailles. Evan m'avait laissé le croire. Pire, il avait aidé les autres à le croire aussi. Je voulais l'appeler immédiatement. Je voulais demander ce qu'il savait et quand. Il l'avait su. Je voulais l'entendre trébucher sur la vérité. Je voulais que Judith s'excuse. Au lieu de cela, j'ai appelé un centre de fertilité à Cincinnati et j'ai demandé un second avis. La doctoresse Anita Shaw n'a pas offert de miracle. Je l'en ai respecté. Elle a passé en revue mes dossiers, m'a interrogé sur mes cycles et a expliqué que le traitement à 41 ans s'accompagnait de taux de réussite plus faibles et de risques plus élevés. Elle a parlé de médicaments, de prélèvements d'ovocytes, de qualité embryonnaire, de fausses couches et de coups. Puis elle a joint ses mains sur le bureau. Personne n'aurait dû vous dire que la maternité était impossible, a-t-elle dit. Difficile, oui. Impossible? Non. J'ai pleuré sur le parking. Pas parce qu'elle m'avait promis un bébé. Elle ne l'avait pas fait. J'ai pleuré parce que quelqu'un avait enfin dit la vérité sans l'utiliser comme une arme. Au début, je voulais commencer le traitement immédiatement. Je me disais que le temps comptait, ce qui était vrai. Mais lors de la séance de conseil obligatoire, le thérapeute m'a posé une question inattendue, si votre ancien fiancé n'apprenait jamais si le traitement fonctionnait, voudriez-vous quand même continuer? J'ai ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Ce silence m'a embarrassé plus que je ne peux l'expliquer. Une partie de moi voulait un enfant. Je le voulais depuis des années. Mais une autre partie voulait une preuve. La preuve qu'Evan avait eu tort. La preuve que le verdict de Judith n'était pas définitif. La preuve que j'étais encore une femme avec un avenir. J'ai repoussé le traitement de 3 mois. C'est à peu près à ce moment-là que Daniel Reyes est revenu dans ma vie. Je l'avais rencontré 2 fois auparavant via un programme de partenariat scolaire au travail. C'était un directeur adjoint à Westerville, le genre d'homme qui porte des chaussures pratiques et garde 2 stylos dans la poche de sa chemise parse. Qu'on lui en emprunte toujours un. Nous nous sommes croisés dans un CVS sur State Street. Nous avons tous deux tendu la main vers la dernière boîte de lingettes alcoolisées. Prenez-les, a-t-il dit. Vous êtes arrivés là. Première. Je travaille dans un lycée. J'ai l'habitude de perdre des disputes pour des fournitures. J'ai ri avant de pouvoir m'en empêcher. Il les achetait pour ça. Sœur aînée qui suivait une chimiothérapie. Je les achetais parce que je n'avais pas complètement renoncé au traitement.
Nous avons discuté 5 minutes près du comptoir de la pharmacie. Rien de dramatique ne s'est passé. Il n'a pas demandé mon numéro sous les néons alors que quelqu'un attendait derrière nous avec du sirop contre la toux. Nous nous sommes revus un mois plus tard dans un groupe de soutien communautaire. Daniel était là parce que sa femme était décédée d'un cancer des ovaires 3 ans auparavant. J'y étais parce que mon thérapeute m'avait suggéré d'apprendre comment fonctionne le deuil avant d'essayer de le fuir. Après la réunion, il a admis qu'il parlait encore à sa femme en conduisant. Je lui dis quand la circulation est mauvaise, a-t-il dit, comme si elle pouvait y faire quelque chose sur LI 270. Je lui ai confié que je me disputais encore avec Evan sous la douche. Tu gagnes parfois? Toujours. Il est beaucoup moins convaincant quand je contrôle les deux côtés. C'est ainsi que nous avons commencé, café, petit déjeuner, promenade dans Sharon Woods quand le temps s'est adouci. Une fois, il m'a accompagné pour emmener ma mère à un rendez-vous orthopédique. Parce que ses douleurs à la hanche s'étaient aggravées. Il ne m'a jamais pressé. Mais il ne me flattait pas non plus quand j'avais besoin d'honnêteté. Notre première vraie dispute a eu lieu après que je lui ai dit que je comptais reprendre la FIV. Nous étions assis dans ma voiture devant un restaurant à Worthington. Les vitres étaient embuées par nos cafés. Daniel a fixé le pare-brise pendant un moment. Puis-je te demander quelque chose sans que tu te mettes en colère? Cette phrase signifie généralement que je suis sur le point de m'énerver. Veux-tu un enfant ou veux-tu qu'Evan sache qu'il a eu tort? J'ai senti la chaleur monter à mon visage. C'est insultant. Je n'essaie pas de t'insulter. Tu penses que je mettrai un enfant au monde comme une sorte de projet de vengeance? Je pense que tu as été gravement blessé. Les gens blessés confondent parfois guérison et victoire. J'ai attrapé la poignée de porte. Il a prononcé mon nom, mais je me suis retourné avant qu'il ne puisse continuer. Tu n'as pas à décider pourquoi je veux être mère. Tu as raison. Cela ne ressemblait pas à un accord. Daniel a passé ses 2 mains sur son visage. J'ai enterré ma femme, Claire. Je sais que la vie est courte, mais je ne peux pas construire une famille avec toi. Si une partie de toi essaie encore de prouver quelque chose à cet homme. Je suis sorti de la voiture et j'ai marché 3 pâtés de maison jusqu'à chez moi. Dans le froid. Nous ne nous sommes pas parlé pendant près de 2 semaines. Pendant ce temps, je suis retourné en consultation et je me suis posé des questions que je n'ai pas aimées. Continuerai-je si le traitement échouait? Pourrais-je accepter des ovocytes de donneux si c'était la recommandation? Pourrais-je élever un enfant seul? Essayais-je de combler un vide? Ou étais-je prêt à m'occuper d'un être humain réel qui n'existerait pas pour me guérir? Finalement, j'ai appelé Daniel. Je veux un enfant, lui ai-je dit. Pas un témoin, pas une preuve, un enfant. Il s'est tu. Puis il a dit, j'avais peur que tu n'appelles jamais. J'avais peur que tu aies raison. Ce n'est pas la même chose. Non, c'est pire. Nous ne nous sommes pas précipités après ça. Nous sommes allés en thérapie ensemble. Nous avons parlé d'argent, de santé, de tutelle, de ma mère, de son deuil et de savoir si nous avions assez d'énergie pour tout recommencer à l'âge mûr. Nous nous sommes mariés au palais de justice du comté de Franklin 10 mois plus tard. Il y avait 11 personnes au déjeuner chez Bob Evans. Ma mère s'est plainte que les biscuits étaient secs. J'en ai mangé 2. Mon premier cycle de FIV a échoué. Le second a produit 2 embryons aptes au transfert. La doctoresse Shaw nous a mis en garde contre les risques. Nous avons choisi de transférer les 2. Après une longue discussion, un embryon s'est divisé. Quand l'échographie a montré 3 battements de cœur, Daniel a fait un bruit entre le rire et la toux. La doctoresse Shaw n'a pas souri. Elle a immédiatement commencé à expliquer les risques de naissance prématurée,
de complications liées à la tension artérielle, de restriction de croissance et la possibilité d'un long séjour à l'hôpital. Elle avait raison. D'être sérieuse. À 29 semaines, mes pieds étaient si enflés que je portais les chaussons de Daniel à la maison. Mes mains s'engourdissaient la nuit. J'avais des reflux, des maux de dos et des rendez-vous presque chaque semaine. À 32 semaines, j'ai développé une tension artérielle dangereuse et j'ai subi une césarienne d'urgence. Nora, June et Lucie sont allées directement en unité de soins intensifs néonatal. Pendant des semaines, notre vie s'est mesurée en taux d'oxygène, en sonde d'alimentation, en minuscules prises de poids et en trajet vers l'hôpital avant l'aube. Quand nous avons enfin ramené les 3 filles à la maison, j'ai pensé que rien de mon ancienne vie ne pourrait m'atteindre là-bas. J'avais tort. 4 mois plus tard, le carton d'invitation au mariage d'Evan est arrivé. C'était pour le même hôtel de Dublin où nous avions autrefois prévu notre cérémonie. Daniel a lu le mot manuscrit et m'a regardé. Ce n'est pas une invitation, a-t-il dit. C'est un homme qui demande une audience. J'allais le déchirer en 2 quand mon téléphone a vibré. Le message venait d'une femme que je n'avais jamais rencontrée. Je m'appelle Lorraine Whitmore. Je vais épouser Evan. Je pense qu'il nous a menti à toutes les deux. Puis-je te parler? J'ai failli supprimer le message de Lorraine. Pendant 10 minutes, j'ai fixé mon téléphone alors que June dormait sur mes genoux et que Lucie se disputait avec une tétine qu'elle refusait de garder en bouche. Daniel a levé les yeux de la table de la salle à manger où il payait les factures d'hôpital. Tu n'es pas obligé de répondre. Je sais. Tu n'es pas non plus obligé de régler ce qui se passe dans leur relation. Je le sais aussi. Il a hoché la tête une fois et est retourné à sa calculatrice. C'était une chose que j'appréciais chez Daniel, il ne confondait jamais le soutien avec le fait de prendre des décisions à ma place. J'ai répondu par une seule phrase, où souhaites-tu nous rencontrer? 3 jours plus tard, j'ai conduit jusqu'à un Panera Bread à Worthington. Lorraine était déjà là. Elle s'est levée quand je suis entré, puis s'est immédiatement rasseignée comme si elle avait oublié comment fonctionnaient les chaises. Elle ne ressemblait en rien à la femme que j'avais imaginée. Elle n'était pas glamour. Elle n'était pas froide. Elle avait l'air fatiguée. Il y avait un gobelet en carton devant elle. Visiblement froid. Elle frottait nerveusement le bord d'une grande enveloppe. Kraft sans jamais l'ouvrir. Merci d'être venu, a-t-elle dit doucement. J'ai failli ne pas venir. J'aurais probablement fait de même. Pendant quelques secondes embarrassantes. Aucune de nous ne savait par où commencer. Finalement, elle a pris une lente inspiration. Mon fiancé dit que tu es obsédé par lui. Ça doit être décevant, ai-je dit. Je n'ai pas pensé à lui autant qu'il le croit. Le coin de sa bouche a esquissé un sourire. Presque. Puis elle a fouillé dans l'enveloppe et a glissé une facture pliée sur la table. Elle provenait de la même clinique de fertilité. Le nom d'Evan était imprimé en haut. J'ai trouvé ceci alors que nous emménagions dans notre maison. A-t-elle dit? Que t'a-t-il dit? Il a dit que c'était des examens de routine. Puis il a dit que la clinique avait mélangé les dossiers. Puis il a dit que tu avais volé des informations privées. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Son histoire change à chaque fois que je demande. J'ai hoché la tête. Lentement. Ça me dit quelque chose. Lorraine ne cherchait pas de potin. C'est devenu évident en quelques minutes. Elle n'a jamais demandé quel était le diagnostic d'Evan. Elle n'a jamais demandé s'il pouvait engendrer des enfants. Au lieu de cela, elle a posé une question beaucoup plus simple. A-t-il tout mis sur ton dos? La question est restée en suspens entre nous. Oui. Elle a fermé les yeux un instant. Mon médecin a suggéré que nous
Refassions tous les deux des tests de fertilité avant de commencer un traitement. Et il a refusé. Quelle raison a-t-il donné? Il a dit que j'avais presque 40 ans et que nous devrions commencer par moi. Elle a ri une fois. Ce n'était pas de l'amusement. C'était le bruit de quelqu'un qui laisse tomber une assiette déjà fêlée. J'ai fait des prises de sang 4 fois en 6 mois, a-t-elle dit. Échographie. Bilans hormonaux, chaque rendez-vous. J'y suis allé seul parce qu'il était toujours occupé. Je ne savais pas quoi dire. Une partie de moi avait de la peine pour elle. Une autre voulait me protéger. Je ne peux rien te dire sur les dossiers médicaux d'Evan. Je ne veux pas que tu le fasses. Elle m'a regardé droit dans les yeux. J'ai juste besoin de savoir s'il m'a menti à ton sujet. C'était différent. J'ai déverrouillé mon téléphone. La première chose que je lui ai montrée n'était pas un SMS, c'était mon propre résumé médical de la doctoresse Shaw. Elle a lu en silence. Réserve. Ovarienne réduite. FIV recommandé. Aucune mention indiquant qu'une grossesse était impossible. Lorraine a levé les yeux. Donc, tu n'étais pas stérile? Non. Et il le savait. Il était assis à côté de moi. Ensuite, j'ai ouvert le vieux fil de discussion que je n'avais jamais pu supprimer. Je lui ai passé le téléphone. Elle a lu un message, puis un autre, maman pense qu'il vaut mieux que les gens croient que tu l'as caché. Quelques lignes plus loin, aucune femme ne veut épouser un homme avec des problèmes de fertilité. Ne rend pas cela plus difficile qu'il ne l'est déjà. Lorraine est restée fixée sur l'écran. J'espérais que ce n'était pas réel. Ils sont réels. Elle m'a rendu le téléphone sans un mot. Pendant près d'1 minute, nous avons simplement écouté la machine à expresso derrière le comptoir. Finalement, elle a parlé. Je lui ai posé des questions sur ces choses. Qu'a-t-il dit? Que tu avais modifié les messages? J'ai failli rire. C'est créatif. Il m'a aussi dit que tu essaierais probablement d'arrêter le mariage. Je ne connaissais même pas ton nom de famille avant ton SMS. Lorraine a hoché la tête. Je le crois maintenant. Elle a expliqué ce qui s'était passé au cours du mois précédent. Chaque fois qu'elle questionnait Evan, ses explications changeaient. D'abord, il avait prétendu n'avoir jamais eu besoin de tests de fertilité. Puis, il avait admis qu'il y avait eu un rendez-vous. Puis, il avait insisté sur le fait que les résultats avaient été totalement normaux. Quand Lorraine a demandé pourquoi il ne voulait pas refaire les tests, il est devenu furieux et l'a accusé de ne pas lui faire confiance. Judith n'a fait qu'aggraver les choses. Elle m'a appelé à 3 reprises. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit que tu étais émotionnellement instable. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Celle-là est nouvelle. Elle m'a dit que tu ne pouvais pas accepter qu'Evan soit passé à autre chose. J'ai remué mon café. Lentement. T'a-t-elle elle aussi dit que je l'avais piégé pour qu'il me demandant mariage? Lorraine a cligné des yeux. Non. Elle a dit ça à l'une de mes collègues. Lorraine a soupiré. Je ne sais plus quoi croire. Je l'ai regardé longuement. Puis j'ai dit la seule chose dont j'étais certaine, tu n'as pas besoin de me croire. Elle a froncé les sourcils. Tu dois décider si tu fais confiance à l'homme que tu es sur le point d'épouser. Quand nous nous sommes levés pour partir, j'ai supposé que c'était la fin. Ce n'était pas le cas. Claire. Je me suis retourné. Lorraine a pris une grande inspiration. Je n'ai pas annulé le mariage. J'ai attendu. Je veux lui demander une dernière fois en privé. Oui, cela semble raisonnable. S'il me dit la vérité, personne d'autre n'a besoin de savoir. J'ai respecté cela.
Elle n'essayait pas de l'humilier. Elle essayait de sauver son propre avenir. Mais elle a continué, s'il ment encore, viendras-tu? Je l'ai fixé. Au mariage? À l'hôtel? Pourquoi? Parce que je pense qu'il dira que tu inventes tout. J'ai croisé les bras. Tu n'as pas besoin de moi pour prouver qu'il ment. Non. Elle a secoué la tête. J'ai besoin de quelqu'un là-bas qui puisse me dire que je ne suis pas en train de perdre la raison. Cette phrase est restée avec moi pendant tout le trajet du retour. Daniel déchargeait les courses quand je suis entré dans l'allée. Il a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, il s'est appuyé contre le comptoir de la cuisine. Elle a l'air effrayée. C'est le cas. Vas-tu? Je ne sais pas. Il a hoché la tête. Bien. J'ai ri. Tu es heureux? Je ne sais pas. Je serais inquiet si tu décidais trop vite. La décision a été prise pour moi 2 jours plus tard. Judith a appelé. J'ai failli ignorer l'appel. La curiosité a gagné. Claire, a-t-elle dit doucement. Je suis si heureuse que tu aies répondu. J'en doute. Je voulais m'assurer que tu avais reçu l'invitation. C'est le cas. J'espère sincèrement qu'il n'y a pas de rancune. Voilà la voix qu'elle avait toujours utilisée lors des déjeuners de charité. Assez douce pour paraître gentille, assez tranchante pour faire saigner. Je réfléchirai à ma présence. Oh, j'espère que tu viendras. Elle a fait une pause. Une suggestion. Oui. Tu pourrais te sentir plus à l'aise en portant du foncé. J'ai froncé les sourcils. Pourquoi? C'est généralement plus indulgent. Avec l'âge. Les femmes. Ma main s'est crispée autour du téléphone. Elle n'avait pas fini. Le photographe a reçu l'ordre de capturer des réactions spontanées pendant la cérémonie. Ces clichés deviennent toujours les préférés de tout le monde. Voilà. Pas une invitation, une performance. Elle voulait des photos de moi, assis seul, tandis qu'Evan épousait quelqu'un d'autre. Après avoir raccroché, je suis resté dans la cuisine, immobile. Daniel a regardé vers moi. Elle a pris la décision pour toi, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Lentement. Oui. La semaine précédant le mariage a viré au chaos complet. Juna a attrapé une otite. Lucie a renversé tout son sac à langer. Daniel s'est foulé l'épaule en soulevant la poussette double dans le SUV. J'ai essayé 3 robes qui ne m'allaient plus après la grossesse. L'une ne fermait pas, l'autre appuyait douloureusement sur ma cicatrice de césarienne. La 3e avait une tache de lait qui refusait de partir. Finalement, j'ai acheté une simple robe portefeuille bleu marine chez Macy's. Rien de sophistiqué, juste assez confortable pour porter des bébés. Le matin du mariage. Je suis resté assis sur le parking de l'hôtel, la main encore sur le contact. Je ne pense pas pouvoir faire ça, ai-je murmuré. Daniel m'a regardé. On peut rentrer. Vraiment. On peut commander une pizza, ai-je dit avec un faible sourire. Et ne plus jamais parler de ces gens-là. Il a hoché la tête. Puis il a ajouté doucement. Mais ne laisse pas la peur prendre la décision à ta place. Je suis resté là. 1 minute de plus. Finalement, j'ai ouvert la portière. Nous sommes entrés dans le hall de l'hôtel ensemble. Daniel poussait la poussette. Je portais Lucie. Nora avait réussi à perdre une minuscule chaussure avant même que nous atteignions l'entrée. À travers le hall en marbre, Evan se tenait à mi-chemin du grand escalier, en train de discuter avec 2 invités. Il a levé les yeux. Son sourire a disparu. Judith s'est accrochée à la rampe.
À cet instant précis, la porte de la suite nuptiale s'est ouverte. Lorraine est sortie, vêtue de sa robe de mariée. Elle m'a vu. Puis elle a regardé mes filles. Pendant une seconde, elle a simplement fermé les yeux. Quand elle les a rouverts, elle a dit doucement, « Il m'a dit que tu ne viendrais pas. » J'ai soutenu son regard. Il s'est déjà trompé auparavant. La salle de bal n'est pas devenue silencieuse d'un coup. C'est arrivé par morceaux. Une femme près du livre d'or s'est arrêtée au milieu d'une phrase. Deux hommes au bar ont tourné la tête. Quelqu'un a abaissé une flûte de champagne sans prendre une gorgée. Puis les murmures se sont propagés dans la pièce comme une brise dans les hautes herbes. Daniel a poussé la poussette à mes côtés. Nora n'avait plus qu'une chaussure. June avait une tétine rose clipsée de travers sur sa robe. Lucie mâchouillait le coin du programme de mariage avec ses deux mains. J'avais imaginé cette entrée trop souvent pendant le trajet. Dans certaines versions, j'entrais avec une composition parfaite, ma robe tombant comme si elle avait été faite pour moi. Dans d'autres, Evan jetait un regard aux filles et comprenait immédiatement tout ce qu'il avait perdu. La réalité était moins polie. Mes cheveux avaient commencé à friser à cause de l'humidité de juillet. Il y avait du lait séché près de l'ourlet de ma robe marine, et je pouvais sentir ma gaine de maintien rouler sous mes vêtements. Je ressemblais à ce que j'étais, une mère de 43 ans de triplé prématuré qui avait dormi 4 heures et qui avait failli rester chez elle. Evan a traversé le hall avant que Lorraine ne puisse nous atteindre. Son visage était pâle, mais sa voix était contrôlée. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Je l'ai regardé. « Tu m'as invité. » Ses yeux sont passés de mon visage à Daniel, puis à la poussette. « Tu as amené 3 bébés à mon mariage ?» L'invitation disait que les familles étaient les bienvenues. Il s'est approché et a baissé la voix. « Tu crois que ça va me rendre jaloux ?» Non, Evan. J'ai ajusté Lucie sur ma hanche. J'ai amené ma famille parce que tu nous as invités. Sa mâchoire s'est crispée. Puis il a regardé les filles à nouveau. Ce sont les tiennes? La question était si directe que Daniel a fait un demi-pas en avant. J'ai touché son bras. Oui, ai-je dit. Ce sont les miennes. Toutes les 3. C'est généralement ce que signifie le triplé. Daniel a toussé dans sa main pour masquer un rire. Evan n'a pas trouvé ça drôle. Comment? Je l'ai fixé. Leur historique médical ne te regarde pas. Judith nous avait rejoints. Ses yeux se sont posés directement sur les bébés. Des ovocytes de donneuses. Ont-ils été utilisés? A-t-elle demandé. Pas de salutation, pas de félicitations, pas même une tentative de prétendre à la politesse. Je l'ai regardé attentivement. Cette question est exactement la raison pour laquelle je n'aurais jamais dû vous laisser me définir. Pour une fois, Judith n'a pas eu de réponse immédiate. Lorraine s'est avancée. Ses mains étaient serrées sur sa taille. Evan, a-t-elle dit, nous devons parler avant la cérémonie. Nous avons déjà parlé. Non, tu as expliqué. J'ai posé des questions. Ce ne sont pas la même chose. Son père, Robert Whitmore, est apparu derrière elle. C'était un homme aux larges épaules, dans la soixantaine, avec des cheveux argentés et l'expression de quelqu'un qui en avait déjà entendu plus qu'il ne le souhaitait. L'officiant du mariage les a rejoints, toujours avec son dossier en main. Lorraine a conduit Evan dans une petite salle de conférence à côté de la salle de bal. Robert et l'officiant les ont suivis. Je suis resté dans le couloir avec Daniel. Et les filles. Cela peut encore se terminer tranquillement, a dit Daniel. Je l'espère. Et je le pensais vraiment. Je n'étais pas venu pour regarder le mariage d'une femme s'écrouler. J'étais venu parce qu'elle avait demandé la vérité avant de faire la même
Erreur que moi, autrefois. À travers la porte fermée, je pouvais entendre des voix, mais pas les mots. Puis la voix d'Evan a monté. La porte s'est ouverte. Brusquement. Il est sorti dans le couloir le premier. C'est ridicule, a-t-il dit. Tu as traîné mon ex-fiancé ici parce que tu as décidé de ne pas me faire confiance. Lorraine a suivi. Je t'ai donné 4 chances de me dire la vérité. Je t'ai dit la vérité. Tu as dit que tu n'avais jamais été testé. J'ai dit que les tests n'étaient pas pertinents. Tu as dit que cela n'était jamais arrivé. J'ai dit que Claire avait exagéré. Il m'a regardé. C'est ce que tu voulais. N'est-ce pas? Plusieurs invités s'étaient rapprochés du couloir. Les conversations à l'intérieur de la salle de bal s'étaient tues. J'ai remonté Lucie sur ma hanche. Je voulais que tu dises la vérité il y a 2 ans. Evan m'a pointé du doigt. Elle a modifié ses messages. Le visage de Lorraine a changé. Pas de façon spectaculaire. Il est simplement devenu figé. Ouvre ton téléphone, a-t-elle dit. Quoi? Montre-moi la conversation. J'ai changé de téléphone. Tes messages sont sauvegardés. Je les ai supprimés. Pourquoi? Parce que je ne garde pas les vieilles conversations avec les femmes avec qui je ne suis plus. Sa voix était assez forte pour que les gens près des portes de la salle de bal entendent chaque mot. Daniel s'est penché vers moi. Tu veux partir? J'ai regardé Evan debout là, dans son smoking. Essayant toujours de faire de moi le problème. Pas tant qu'il raconte mon histoire à ma place. Lorraine s'est dirigée vers le micro près du devant de la salle de bal. Elle n'est pas montée sur l'estrade et n'a pas exigé l'attention de tout le monde. Elle a simplement pris le micro parce que la pièce était devenue trop bondée et confuse pour des explications privées. Je suis désolée, a-t-elle dit, la voix légèrement tremblante. La cérémonie est retardée. Quelques invités sont agités sur leur siège. Lorraine a continué. Il y a des informations qu'Evan m'a cachées concernant la famille que nous prévoyions. Je lui ai demandé. En privé à plusieurs reprises. Evan s'est placé à côté d'elle. C'est un malentendu. Lorraine m'a regardé. J'ai sorti mon téléphone et je me suis avancé. Je n'ai pas fait de discours. J'ai ouvert le vieux fil de discussion et je lui ai passé le téléphone. Elle a lu la première ligne à haute voix, « Maman pense qu'il vaut mieux que les gens croient que tu l'as caché. » Un murmure a parcouru la pièce. Puis elle a lu la seconde, « Aucune femme ne veut épouser un homme avec des problèmes de fertilité. Ne rend pas cela plus difficile qu'il ne l'est déjà. » Le visage d'Evan s'est assombri. Ces messages sont hors contexte. Robert a pris la parole derrière lui. Quel contexte rend l'une de ces déclarations acceptable? Evan n'a pas répondu. Judith s'est levée brusquement. La clinique a fait tout un plat d'un seul mauvais échantillon. La pièce est devenue totalement silencieuse. Lorraine s'est tournée vers elle. Vous m'avez dit qu'il n'avait jamais été testé. La bouche de Judith s'est ouverte, puis refermée. C'était non concluant. Vous avez dit qu'il n'y avait pas eu de test. Evan était sous un stress immense à l'époque. La voix de Lorraine est restée calme. Alors pourquoi m'a-t-il demandé de subir des mois d'examen tout en refusant de refaire les siens? La patience de Judith a fini par lâcher. Parce que tu as presque 40 ans. Il était logique de commencer par toi. Robert a fait un pas en avant. Aviez-vous l'intention de laisser ma fille croire que le problème venait d'elle? Il y avait des options, a dit Judith. Des donneurs, des procédures. Il n'y avait aucun besoin de charger Lorraine avant le mariage. C'est là que tout a changé. Lorraine a regardé Evan, pas sa mère. Tu allais me laisser suivre un traitement
dont je n'avais peut-être pas besoin. Evan a secoué la tête. On aurait trouvé une solution après le mariage. Ce n'était pas certain. Ce n'était pas à toi de décider pour moi. Je me suis rapproché, bien que mes genoux aient commencé à me faire souffrir. Son diagnostic n'a jamais été la partie honteuse. Ai-je dit. Le mien non plus. Evan a détourné le regard. La honte, c'était de laisser tout le monde croire que mon corps était la raison de son départ, parce qu'il avait peur de ce que son propre test pourrait signifier. Je me suis tourné vers Judith. Vous m'avez traité d'inutile parce que vous pensiez que je ne pouvais pas donner d'enfant à votre fils, mais vous étiez prête à laisser une autre femme porter le même blâme juste pour le protéger. Puis j'ai regardé Evan. Tu n'es pas parti parce que j'étais infertile. Tu es parti parce que dire la vérité t'effrayait plus que de me faire du mal. Lorraine a levé la main et a retiré son voile. Elle ne l'a pas jeté. Elle l'a plié une fois et l'a posé sur une chaise. Je peux gérer un problème médical, a-t-elle dit. Je ne peux pas épouser un homme qui fait porter ses peurs aux femmes. Puis, elle a retiré sa bague. Le mariage est terminé. Robert a demandé à Evan et Judith de partir. Evan a commencé à se disputer à propos des acomptes et des contrats. Judith s'est levée trop vite, son genou s'est bloqué, et elle a trébuché contre une chaise. Sans réfléchir, je l'ai rattrapée par le coude. Elle m'a fixé, humilié. Je ne vous laisserai pas tomber, ai-je dit. Doucement. Cela ne signifie pas que je vous laisserai me faire du mal à nouveau. Derrière nous, Lucie a attrapé un petit pain dans l'assiette de Daniel. Et l'a lancé. Il a atterri directement dans une flûte de champagne près d'Evan. Daniel s'est penché près de moi. Celle-là a ton sens du timing. J'ai regardé le petit pain absorber lentement le champagne. Malheureusement, elle a ton adresse. Quelques invités ont ri. La tension est retombée juste. Assez pour que les gens puissent respirer à nouveau. Les Whitmore ont décidé de servir le dîner puisqu'il avait déjà été payé, même si personne ne savait où s'asseoir. Avant que nous partions, Lorraine s'est approchée de moi avec une petite boîte en velours. À l'intérieur se trouvait une timbale de bébé en argent gravé des mots « pour notre futur premier-né ». Il l'a commandé avant d'accepter de faire un autre test, a-t-elle dit. J'ai fermé la boîte et je l'ai remise entre ses mains. Cela appartient à ce que tu décideras pour la suite, lui ai-je dit. Pas à moi. Les gens s'imaginent qu'après un tel moment, votre vie change du jour au lendemain. Ce n'est pas le cas. Le trajet du retour a été presque totalement silencieux. Daniel gardait une main sur le volant et l'autre reposant légèrement sur la console centrale. Les filles s'étaient endormies avant que nous n'atteignions l'Interstate 270. La poussette cliquetait doucement à l'arrière à chaque jointure de la chaussée. Je fixais la fenêtre passager en passant les sorties familières. Worthington. Westerville, la maison. Je pensais que je me sentirais victorieuse. Au lieu de cela, je me sentais fatigué d'une manière que le sommeil ne pouvait pas réparer. Quand nous sommes entrés dans l'allée, Daniel a porté Juna. L'intérieur en premier. J'ai pris Nora. Lucie est restée endormie dans son siège. Otto jusqu'à ce qu'il revienne pour elle. Nous nous sommes déplacés dans la maison presque sans parler. Biberon chaud. Couche propre, pyjama minuscule, le travail ordinaire d'aimer 3 bébés. Après que tout le monde ait été installé, je suis entré dans la buanderie. Il y avait un panier de serviettes propres qui attendait d'être plié. Je me suis assis sur un seau renversé à côté de la machine à laver. Puis j'ai pleuré, non. Pas parce que j'aimais encore Evan. Ce chapitre était terminé depuis longtemps. J'ai pleuré parce que, pendant près de 2 ans, une petite partie de moi avait cru tout ce qu'ils avaient dit. Judith et lui, que j'avais échoué, que mon corps m'avait rendu moins précieuse, que chaque femme plus jeune que moi avait automatiquement quelque
Chose que je n'avais pas. Ces mensonges avaient vécu en moi bien plus longtemps. Qu'aucun d'eux ne le méritait. Quelques minutes plus tard, la porte de la buanderie s'est ouverte. Daniel n'a pas demandé ce qui n'allait pas. Il m'a simplement tendu une tasse de thé à la menthe. Je m'occupe des filles, a-t-il dit. Tu n'es pas obligé. Je sais. Il a souri doucement. Mais je le veux. Après son départ, je suis restée assise là encore 10 minutes jusqu'à ce que je puisse respirer normalement à nouveau. Les semaines après le mariage annulé furent étonnamment ordinaires. Lorraine a officiellement rompu les fiançailles. Son père a aidé à récupérer une partie des frais de mariage grâce aux accords d'annulation et au crédit des prestataires. Elle a déménagé dans un petit appartement plus proche de son centre de rééducation et m'a envoyé un court SMS, merci d'avoir répondu à une inconnue. J'ai répondu, prends bien soin de toi. C'était la dernière conversation que nous avons eue. Nous ne sommes jamais devenus des amis proches. La vie ne fonctionne pas toujours ainsi. Parfois, deux personnes s'aident simplement à survivre à la même tempête avant de marcher dans des directions différentes. Quelques connaissances communes ont appelé pour s'excuser. L'une a admis avoir cru à la version de Judith dès le début. J'aurais dû te demander, a-t-elle dit. Tu aurais pu, ai-je répondu. D'autres ne se sont jamais excusées. Certaines ont tranquillement décidé que j'avais embarrassé Evan exprès. J'ai cessé de me soucier de changer leur opinion. Toutes les méprises ne méritent pas une autre explication. Evan a envoyé exactement un message. Il est arrivé juste après 22 heures, alors que je berçais Lucie pour qu'elle se rendorme. Tu as détruit mon futur juste pour prouver que tu pouvais avoir des enfants. J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Au début, j'ai tapé 3 paragraphes. Je les ai effacés. Puis j'ai écrit une phrase, je n'ai pas détruit ton futur. J'ai arrêté de t'aider à te cacher derrière lui. S'il te plaît, ne me recontactez plus. J'ai bloqué son numéro avant qu'il ne puisse répondre. Pour la première fois en 2 ans, je ne me suis pas demandé si j'avais été trop dur. Les limites ont toujours semblé impolies aux gens qui bénéficiaient de ne pas en avoir. La vie s'est installée dans quelque chose de merveilleusement ordinaire. L'épaule de Daniel a guéri lentement après la kinésithérapie. Mais poignets me font encore mal à force de porter des bébés toute la journée. Les filles ont atteint leurs étapes une par une. Nora étudiait chaque nouveau visage avant de décider s'il méritait un sourire. June riait devant les ventilateurs, les lumières de l'épicerie, et une fois devant une pomme de terre posée sur le comptoir de la cuisine, pour des raisons qu'elle seule comprenait. Lucie restait convaincue que la gravité était optionnelle. Si quelque chose tenait dans ses mains, elle le lançait. Cuillère, bloc, chaussette. Daniel plaisantait en disant qu'elle s'entraînait pour la Ligue majeure. Les factures d'hôpital continuaient d'arriver. L'une des filles avait besoin de kinésithérapie supplémentaire parce qu'elle était née prématurément. Le sommeil arrivait par petits morceaux plutôt que par nuit complète. Parfois, Daniel et moi nous disputions pour des choses ridicules, qui a oublié d'acheter du lait? À qui le tour de laver les biberons? Avons-nous déjà payé la facture d'électricité? Un soir, nous avons passé 20 minutes à chercher mes lunettes dans la maison. Avant de découvrir qu'elles étaient posées sur le dessus de ma propre tête. L'âge mûr n'a pas disparu parce que la vie est devenue plus heureuse. Pas plus que le stress ordinaire. Ma mère a finalement été opérée de la hanche 7. Automne-là. Pendant 6 semaines, elle est restée chez nous pendant sa convalescence. Elle insistait pour dire que son déambulateur était la Cadillac de l'équipement orthopédique. Puis elle y a attaché des rubans colorés pour que les filles arrêtent d'essayer de mâcher les balles de tennis recouvrant les pieds arrière. Un après-midi, j'ai trouvé Hélène faisant lentement la course avec le déambulateur à travers le salon, tandis que June poussait des cris de joie depuis son tapis d'éveil.
Je crois que je gagne, a annoncé ma mère. Contre qui, ai-je demandé. L'arthrite. Cette réponse ressemblait exactement à quelque chose qu'elle dirait. Le premier anniversaire des filles, notre jardin s'est rempli de chaises pliantes, de lanternes en papier et de plus de familles que je n'en imaginais. Daniel a grillé des hamburgers. Hélène supervisait depuis une chaise longue, que quelqu'un lui demande ou non. Les filles ont détruit leur minuscule gâteau d'anniversaire avec une efficacité étonnante. Plus tard dans la soirée, en nettoyant la cuisine, j'ai ouvert le tiroir à bazar en cherchant des ciseaux. L'invitation au mariage. Devan était toujours là. Je l'avais oublié. L'enveloppe couleur crème semblait étrangement petite maintenant. J'ai déplié la carte. En bas se trouvait son message manuscrit, « J'espère que tu as enfin appris à te réjouir pour les autres. » J'ai souri. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que j'ai réalisé qu'il m'avait accidentellement donné la réponse. Le bonheur n'est jamais venu de regarder sa vie s'écrouler. Il est venu en restant debout dans ma propre cuisine, en écoutant trois petites filles rire pendant que Daniel se disputait avec ma mère pour savoir si les hot-dogs comptaient comme des restes. J'ai porté l'invitation jusqu'à la poubelle de recyclage. Daniel a levé les yeux. Du lave-vaisselle. Tu gardes ça? Je l'ai lâché dans la poubelle. Non. Tu es sûr? J'ai hoché la tête. Je n'ai plus besoin de rappel. Il a souri. J'espérais que tu dirais ça. Avant d'aller me coucher, je suis resté un moment devant la chambre des filles. 3 berceaux, 3 petits souffles réguliers, 3 futurs killers. Appartenaient, et non à mon passé. En regardant en arrière maintenant, je ne pense pas que la vengeance m'ait apporté la paix. C'est la vérité qui l'a fait. Le diagnostic médical d'Evan n'a jamais fait de lui un homme mauvais. Le mien n'a jamais fait de moi une femme moindre. Ce qui nous a brisés n'était pas l'infertilité. C'était la peur, l'orgueil et la décision de protéger l'image d'une personne en sacrifiant la dignité d'une autre. Si quelqu'un a déjà utilisé votre saison la plus difficile pour définir votre valeur, j'espère que vous avez fini par trouver le courage de raconter votre propre histoire. Parfois, la guérison ne commence pas quand le monde vous croit. Elle commence quand vous cessez de croire aux mensonges que l'on a racontés sur vous.